Alors, on va parler de EdTech, les technologies dans le secteur de l'éducation. Qu'est-ce qu'il y a de neuf et comment ça progresse en France? On en parle avec Marie-Christine Levet, pionnière de l'Internet français, qui a décidé donc en 2017 de créer EduCapital. C'est le premier fonds européen dédié à l'EdTech. Et donc, vous siégez à ce titre actuellement au conseil d'administration de DigiSchool, Live Mentor, Magic Makers, Manzalab et Student Pop. Visiblement, donc, il y a du choix aujourd'hui en matière d'outils. On en parle aussi avec Fabien Ferrazza, qui est le directeur secteur public et pôle éducation de DocaPost. Il faut savoir que depuis fin 2020, après le rachat d'Index Éducation, DocaPost est aux commandes de Pronote. Et Pronote, c'est l'espace numérique que vous connaissez peut-être, qui est utilisé par la majeure partie de la communauté éducative. 17 millions d'utilisateurs, que ce soit du côté des élèves, des enseignants. Voilà, ça fait du monde. Alors, Marie-Christine Levet, vous racontez quand on vous demande comment vous avez créé EduCapital, que c'était en réaction à l'arrivée d'entreprises américaines qui allaient s'approprier le marché français de l'EdTech. Est-ce que la situation a évolué dans le bon sens depuis ? Alors oui, on l'a vu tout à l'heure, les GAFAM ne sont pas encore rentrés dans la salle de bain. Pourtant, ils essayent de rentrer dans l'école et dans la salle de classe. Blague à part, c'est vrai que quand j'ai créé EduCapital en 2017, le marché de l'éducation était très peu digitalisé, à hauteur de 2,5%. Quand on compare avec les médias, ils sont à plus de 50%, le retail à plus de 20%. Et donc, il y avait une énorme opportunité de finalement utiliser tout ce que la technologie apporte dans d'autres secteurs au secteur de l'éducation. Alors, c'était sans imaginer ce qui allait se passer avec la crise du Covid, qui a été un accélérateur majeur pour la digitalisation du secteur d'éducation. Et l'année dernière a été une année au-delà de toutes nos attentes, puisqu'il y a eu plus de 20 milliards investis dans l'EdTech au niveau mondial. On était à 16 milliards en 2020 et on s'était dit, tiens, 2020, c'est l'année du Covid, les écoles sont fermées, c'est normal que l'EdTech boom. Et on voit que c'est une tendance irréversible, puisqu'il y a vraiment eu un changement dans l'adoption des nouveaux usages, puisque pendant cette crise, 1,8 milliard d'élèves, de parents, de professeurs, souvent mal formés d'ailleurs, ont expérimenté l'EdTech et donc ça a chamboulé la manière dont les gens consomment et on a gagné 5 à 10 ans en termes d'adoption des usages. Alors, ce qui est intéressant, ça n'a pas profité donc que aux GAFAM ? Alors, les GAFAM essayent de rentrer, ça n'a pas profité qu'aux GAFAM, mais il faut une volonté politique forte aussi pour changer les choses. Non, je pense que c'est intéressant de constater qu'il y a eu une redistribution géographique des cartes de l'EdTech. Jusqu'à maintenant, les deux pays forts, c'était la Chine et les US. On a vu que la Chine s'est écroulée en termes d'EdTech pour une décision politique. Le gouvernement chinois a décidé d'arrêter l'EdTech. Et donc, c'est l'envolée de l'Europe. L'année 2021, il y a eu 3 milliards investis dans l'Europe et je pense qu'il y a une prise de conscience générale des pouvoirs publics, des entreprises qui doivent reformer leurs collaborateurs, des individus qui doivent aussi souvent se reformer pour retrouver un job. Tout au long, maintenant de sa carrière, on est amené à se reformer. Il y a une prise de conscience de tous et c'est l'envolée de l'Europe et de la France. Alors après, on verra, il y a encore des freins, mais il y a un changement de mentalité très fort. Alors, je commençais à évoquer les chiffres de Pronote, Fabien Ferrazza, c'est assez impressionnant. Donc, Pronote, c'est plus de 10 000 collèges et lycées qui l'utilisent aujourd'hui, c'est ça ? Absolument. Et 4 milliards de connexions attendues en 2022. Tout ça repose sur les épaules d'un seul logiciel ou c'est avec aussi un écosystème ? Alors, on va dire que ces résultats-là, en fait, sont l'histoire de 30 ans, en fait, de services qui ont été proposés aux établissements scolaires. C'est-à-dire que la société Index Éducation, qui fête cette année ses 30 ans, a commencé assez simplement, en fait, à la demande même du ministère en 1987. C'est important l'histoire parce que ça permet de regarder aussi les différentes étapes, la maturité de celles et ceux qui utilisent ces outils et pourquoi ils les utilisent et à quelle fin, en fin de compte, on peut imaginer après, avec l'essor des EdTech, tout cela va alimenter notre quotidien. C'est ma question, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez avec cet écosystème de start-up des EdTech ? Pour l'instant, on va dire non. Non. On est à la demande à l'écoute de nos chefs d'établissement pour se connecter aux outils qu'ils souhaitent utiliser. C'est toute l'histoire d'Index Éducation qui a été de dire quels sont vos besoins. Au départ, en 1987, il fallait dématérialiser les emplois du temps. Vous voyez, il y avait le bureau du proviseur, du principal, avec ses tableaux, et comment organiser l'emploi du temps de la rentrée, etc. Et quand 30 ans après,
le directeur général d'Index Éducation, rencontre des chefs d'établissement qui étaient là en 1987. Il suffit de voir en visioconférence que les murs sont blancs et qu'il le remercie à chaque fois du service apporté. Puis après est arrivée la question des notes, des cahiers de texte. Enfin, vous voyez, toutes ces fonctionnalités qui peuvent paraître évidentes aujourd'hui, mais qui se sont déployées au fil des besoins qui ont été exprimés. Et quand on arrive à ce niveau d'audience, en fin de compte, avec 17 millions de comptes utilisateurs, hein, ça pose... Enfin, le ministère aime bien, par exemple, parler, le ministère de l'Éducation nationale, de commun numérique. Je pense qu'Index Éducation rentre dans cette famille de commun numérique où la très grande majorité des établissements scolaires utilisent cette solution. Qu'est-ce qui va se passer en 2022 ? Parce que la question, là, aujourd'hui, qui nous préoccupe, c'est comment on avance sur ce sujet des outils d'apprentissage. Il y a deux sujets, en fin de compte. C'est comment, on va dire, Pronote, en tant qu'infrastructure de service, peut se connecter à l'écosystème des EdTech pour leur permettre, au regard des besoins de la communauté éducative, de passer à l'échelle. C'est-à-dire que... Donc ça, il y a vraiment une volonté d'ouverture. Il y a une volonté. Parce qu'en fait, on s'est aperçu aussi pendant la crise Covid que les profs avaient migré sur des outils comme Teams, par exemple, ou encore les élèves sur Discord directement. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de raccrocher des outils qui ne soient pas que des outils américains. Non, tout à fait. Et avec une dimension, c'est ce qu'on appelle, nous, l'espace numérique pour l'éducation. C'est de dire, mais au final, il y a 3 composantes importantes. Il y a la vie scolaire. Vous avez un établissement, il faut qu'il fonctionne avec l'ensemble des services numériques nécessaires, c'est Pronote. Et Pronote, progressivement, commence à poser des sujets sur les contenus et les outils pédagogiques. Ouais. Et cette deuxième partie revient à ce qui était précisé précédemment, mais il va y avoir une autre partie qui va arriver, c'est tout le sujet qui est relatif au service aux familles. DocaPost, à côté d'Index Éducation, en fait, on n'est pas né dans le sujet seulement avec Index Éducation, c'est qu'on est opérateur des principales régions et départements sur des pages jeunes, c'est-à-dire toutes les aides et les soutiens que les départements et les régions amènent aux collégiens, aux lycéens. Et on voit bien que pour une expérience parfaite de l'usager, il faut accéder à un bouquet de services, à la fois dédié à la vie scolaire, à la fois aux outils et contenus pédagogiques et à ses services aux familles. Alors ça, déjà, c'est quand même une bonne nouvelle, Marie-Christine Levet, parce que c'est un marché, l'EdTech, qui dépend énormément de la commande publique. Alors oui, on l'a vu. En France, en tout cas. On l'a vu, vous l'avez même dit vous-même, le ministère, à un moment donné, a décidé de faire des choses. Donc effectivement, on a fait le socle. Il y a le socle marche aujourd'hui, les outils de communication avec les familles, la dictature des notes en France. Ouais. Et tout ce qui et les outils de communication. Maintenant, l'essentiel, c'est d'investir dans l'innovation pédagogique. C'est vraiment de se dire comment, avec la technologie, j'apprends et j'enseigne différemment. Donc déjà, en tant que prof, comment je gagne du temps dans la correction, par exemple, de copies, etc. Et en tant qu'élève, comment j'ai un apprentissage beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus individualisé. Et c'est vraiment, pour moi, un des plus grands avantages de l'EdTech, c'est l'utilisation de l'adaptive learning, c'est-à-dire l'utilisation des data et de l'intelligence artificielle pour donner à chacun un parcours personnalisé qui correspond à la manière dont on apprend, puisque chacun apprend différemment et retient différemment. Et dans une même classe, on peut avoir jusqu'à 3-4 ans des fois de différence de niveau entre 2 élèves assis l'un à côté de l'autre. Et le gros problème de l'éducation, c'est que finalement, on a beaucoup d'élèves qui s'ennuient à l'école. Alors les meilleurs, finalement, ne sont pas poussés, s'ennuient un peu parce que finalement, on reste dans le mou. Et ceux qui ont des difficultés décrochent. Et on a en France 80 000 enfants qui décrochent chaque année du système scolaire. C'est quand même un énorme problème. J'espère que l'éducation sera au cœur de tous les programmes politiques, puisque ce sujet du décrochage scolaire est un problème qui subsiste après dans la nation pendant des années et des années. Et grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la data, on peut faire ce programme personnalisé. C'est comme si on avait finalement... Après, les détracteurs pourront vous dire, ça veut dire qu'on va confier ça finalement, ce process éducatif personnalisé ne va plus revenir à l'enseignant, mais à la data. Ah non, parce que en tout cas dans les petites classes, pour la formation tout au long de sa vie, c'est différent, mais dans l'enseignement primaire, collège, lycée, le rôle du professeur est primordial. C'est vraiment des outils au service du professeur qui les utilise pour animer sa classe. Il fait son cours normal, il fait une pause, il donne des tablettes, les élèves peuvent faire des exercices qui leur sont adaptés. Donc c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment d'investir dans cette innovation pédagogique qui a été jusqu'à maintenant le parent pauvre. Fabien Ferrazza, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous voyez des freins du côté de la communauté éducative vis-à-vis des nouveaux outils, ou même du côté des parents qui peuvent peut-être s'interroger sur la nécessité de tout passer par le numérique, d'avoir des tablettes dans les classes ?
Alors, Est-ce que vous constatez ça, des freins, ou est-ce qu'au contraire, vous constatez qu'il y a un appétit, une attente vers de nouveaux outils? globalement, moi, je ressens un appétit. Après, c'est l'adéquation de l'outil ou du contenu à l'exercice de celui qui met en place les missions pour lesquelles il est rémunéré. Je pense à un enseignant, par exemple. Je pense à un chef d'établissement. Je pense à une famille avec une catégorie de familles qui se considèrent en connexion ou en déconnexion numérique. En fait, en fait, il faut caractériser les publics auxquels on s'adresse. Moi, Vous parlez de la data. Je vais prendre 2 exemples. Parce que ça fait 1 an que je découvre au quotidien la richesse d'Index Éducation et des données qui y sont présentes. On est contacté par des associations d'intérêt général sur le décrochage scolaire. Leur souci, c'est de cibler et d'accompagner les enseignants à accompagner ces élèves. La question, c'est comment je les identifie. C'est assez simple, en fin de compte. Quand on voit la capacité que l'on a à traiter la data, alors très souvent, on voit le décrochage scolaire sous l'angle des notes, par exemple. Mais en fait, lorsqu'on combine peut-être un élément comme les notes, comme pourquoi suis-je en retard, pourquoi suis-je absent, etc., etc., on arrive à voir un peu la cartographie, en quelque sorte, non pas des difficultés, mais d'une anomalie que rencontre l'élève dans son quotidien. Et notre sujet est assez simple. C'est qu'avec l'accord du chef d'établissement pour exploiter cette data, on est capable, d'une part, d'objectiver une situation et de mettre des services qui peuvent être des services qui vont répondre aux besoins qui vont être établis par l'enseignant. Donc vous pouvez sonner l'alerte en quelque sorte en croisant certaines données. On peut éclairer en fin de compte la situation et dire au final, parce qu'on raisonne souvent classe par classe, prof par prof, mais d'avoir une vision à l'échelle même de l'établissement. Un autre sujet qui était très intéressant, moi que j'avoue quand j'ai repris le sujet, la relation école-entreprise par exemple. Quand vous prenez stage de 3e. Oui. Pas simple de trouver un stage. Pas simple de trouver un stage. Écoutez, j'ai interrogé les bases Pronote. On s'aperçoit que les chefs d'établissement, lorsqu'ils remplissent les conventions, vous voyez, dans l'outil, en fait, compte, les entreprises sont déjà référencées. Qu'est-ce qui empêche, pour moi, c'est même une question de bon sens. Qu'est-ce qui empêche d'exploiter cette base pour imaginer revenir vers ces entreprises qui ont accueilli des fois à titre de décision personnelle, parce que quand on trouve un stage, c'est plutôt un tutu personné par des relations, etc., etc. Mais qu'est-ce qui empêche, en fin de compte, l'année suivante, de leur poser la question s'ils sont toujours d'accord pour accueillir un nouveau stagiaire? Et si j'adosse à ce service, au final, une convention dématérialisée avec une signature électronique, je facilite la vie de tout le monde. Alors c'est vrai qu'on voit que l'exploitation des données, c'est un sujet fort dans tous les secteurs. On voit que sur l'éducation, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pourtant, l'éducation, c'est un des budgets les plus importants aujourd'hui en France. Est-ce que vous avez entendu, vu, senti chez les candidats à l'élection présidentielle une préoccupation sincère sur ce sujet du renouveau éducatif ? Alors écoutez, pour l'instant, la campagne n'est pas finie, mais pour l'instant, c'est vrai que le numérique éducatif a été très peu abordé dans toute la campagne. C'est dommage parce que voilà, c'est effectivement l'un des premiers budgets de l'État, c'est effectivement l'avenir de nos enfants et c'est effectivement, si vous voulez, une situation on est arrivé un peu au bout d'un système. On a aujourd'hui quand même une France qui stagne dans les classements PISA, une France qui était quand même très forte en maths et en sciences auparavant et qui aujourd'hui stagne à la 25e place. On a aujourd'hui quand même un enfant sur 2 qui rentre en 6e avec des difficultés d'apprentissage de la lecture. On a 50% des enfants de plus de 15 ans qui ne savent pas dire de quelle fraction entre 2 cinquièmes et 1 demi, laquelle est supérieure à laquelle. Donc des choses de base. Et aujourd'hui, c'est vrai que 60% de la génération Z considère YouTube comme sa principale source d'apprentissage. Il y a moyen de mieux faire, et il y a moyen de raccrocher par de l'innovation le public des jeunes qui aujourd'hui a une consommation très mobile, très vidéo, très différente à l'éducation et de faire en sorte que tout ce temps d'écran contre lesquels les familles luttent, ce temps d'écran soit un temps utile pour vivre avec le 21e siècle et pour aussi préparer les jeunes à ce monde de demain qui sera très digital.
Aujourd'hui, Mais comment on fait? Parce que l'ampleur, j'allais dire, du chantier peut faire peur. Par quel bout on prend ce sujet de l'EdTech pour que ça progresse véritablement en France? Alors, dans les pays dans Qu'est-ce lesquels ça qu'on marche, peut mettre dans la tête des candidats à la présidentielle? je pense beaucoup plus de décentralisation. On a aujourd'hui un système très centralisé, un millefeuille administratif, beaucoup plus de décentralisation au niveau du professeur, beaucoup plus de liberté pédagogique au niveau du professeur et du directeur d'établissement. C'est en décentralisant, alors au niveau des régions d'abord, ensuite au niveau des départements et au niveau du professeur et de son établissement, et dans les pays dans lesquels ça marche. Alors effectivement, les professeurs sont souvent, les enseignants, mieux rémunérés. En Allemagne, un enseignant est rémunéré 2 fois plus qu'en France. Mais bon, outre ce sujet, mieux formés, donc la formation des profs et beaucoup plus de liberté pédagogique. Je pense que ce n'est pas en ayant des systèmes très centralisés qu'on arrivera à imposer de l'innovation pédagogique. Et aussi se pose la question, parce que tout ça, c'est un énorme système à gérer, la quantité de données à protéger, s'assurer de la continuité de service. Ça pose la question aussi d'infrastructure. On en est où aujourd'hui de l'infrastructure numérique qui est vraiment dédiée aux outils d'éducation? Nous, c'est un peu notre ADN en matière d'infrastructure de confiance. En tant que filiale du groupe La Poste, voilà, on est un opérateur d'intérêt vital. Ce qui fait qu'en fait, le rapprochement d'Index Éducation avec DocaPost a été fait à l'initiative du ministère. Parce qu'on a vu quand même un problème de continuité de service au pic de la crise. Alors nous, de notre côté, on ne l'a pas vécu. Ah. On ne l'a pas vécu parce qu'il y a une assimilation entre un outil de vie scolaire comme Pronote et les environnements numériques de travail qui, pour certains, ont eu des difficultés. En fait, la vie scolaire Pronote est intégrée dans ces environnements numériques de travail. Mais en fait, nous, l'usage qui est fait de Pronote, en fait, se fait par l'application mobile. 80% des usages sont faits par l'application mobile, ce qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui fait que par rapport aux ENT qui demandent un accès par Internet, au final, quand quelqu'un a été bloqué, il est passé par l'application mobile. Donc, pour nous, le sujet de l'infrastructure, elle est déterminante. C'est pour ça, d'une part, que voilà, on bénéficie du label ISO 27001, qui est voilà, la norme la plus importante sur le sujet. On est dans la trajectoire, ce qu'on appelle Secnum Cloud, c'est-à-dire la fameuse doctrine de l'État du cloud souverain, de confiance. Du cloud de confiance. C'est-à-dire que nous, en fin de compte, on continue cette trajectoire avec cette idée que, d'une part, on doit être souverain et sécure par rapport à nos chefs d'établissement, ça c'est la première obligation, et que même on imagine, pourquoi pas, héberger d'autres applicatifs qui ne sont pas nécessairement ceux de DocaPost, pour justement assurer en fait cet écosystème. Ça pourrait être donc l'avenir, en tout cas comme ça que vous voyez. Je pense qu'on a besoin d'acteurs français spécialisés sur le sujet pour peser et puis se projeter en Europe. Je veux dire, en Europe ou à l'international, mais voilà. Mais je reviens sur le... Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je voulais quand même interroger Marie-Christine Levet sur où vous en êtes des objectifs que vous êtes fixés avec EduCapital. Donc, EduCapital, on a lancé le premier fonds il y a 4 ans, donc, qui était un fonds de 50 millions qui a investi dans 20 sociétés innovantes, qui révolutionnent le monde de l'éducation et du futur du travail. Et là, on est en lancement du fonds 2, et j'espère revenir bientôt pour vous annoncer un fonds de 100 millions d'euros pour continuer à soutenir l'EdTech française et européenne. Merci beaucoup. Merci Marie-Christine Levet, donc présidente cofondatrice d'EduCapital, et Fabien Ferrazza, directeur du secteur public pour l'éducation de DocaPost. On se retrouve juste après la pause. On va faire un point scientifique sur la gestion de l'eau en France.